Londres, début du XVIe siècle, un roi jeune, séduisant et cultivé monte sur le trône, Henri VIII. 30 ans plus tard, il aura exécuté 2 de ses 6 épouses, excommunié son pays de Rome, détruit des monastères vieux de plusieurs siècles, et le tout semé la graine d'une nouvelle Angleterre, et ce à travers 6 mariages. Mais derrière les clichés du tyran sanguinaire, il y a autre chose, la peur. Celle notamment de mourir sans héritier. Et la peur, quand elle s'assoit sur un trône, peut faire vaciller plusieurs têtes. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner, de commenter, d'aimer et de partager afin de soutenir mon travail. Henri n'est pas un rustre. Il chante, il compose, il parle plusieurs langues et débat sur la théologie. Il a d'ailleurs souvent été comparé au début à un prince idéal. Né en 1491, il est le troisième enfant et le second fils de Henri VII et Élisabeth d'York. Autrement dit, il n'était pas du tout destiné à devenir roi, c'était son frère. Pourtant, le décès de son frère aîné Arthur va redistribuer les cartes. Et c'est à ce moment-là qu'Henri monte sur le trône. En 1509, Henri est marié à Catherine d'Aragon, qui est la veuve de son frère décédé. Au début, le couple est aimé du peuple et le règne est brillant. Mais le problème qui va se poser, c'est qu'aucun fils ne survit. Sur les 7 enfants du couple, seulement le cinquième, une fille appelée Marie, née le 18 février 1516, survit. Catherine vieillit, Henri aussi, et à ce moment-là, le rêve de fonder une dynastie Tudor lui échappe. Et puis dans tout ça surgit Anne. Anne plaît au roi, mais elle ne veut pas être une de plus. C'est une femme intelligente et ne veut pas être une simple favorite. Née vers 1501, elle est la fille de Sir Thomas Boleyn et Elizabeth Howard, et elle fait partie de l'une des familles les plus respectables de l'aristocratie anglaise. D'ailleurs, son père était l'un des favoris de Henri VII, le père d'Henri VIII, et durant son éducation, Anne part en France, elle est d'ailleurs la dame de compagnie de la reine Claude de France, puis elle est rappelée en 1521 par son père pour revenir en Angleterre. L'histoire d'Henri et Anne, ce n'est pas juste une histoire d'amour, c'est aussi une négociation politique. En effet, pour la séduire, Henri lui promet le mariage. Le problème, qui va d'ailleurs créer un changement majeur en Angleterre, c'est que Rome refuse d'annuler le précédent mariage d'Henri avec Catherine. L'une des raisons de ce refus, c'est que Charles Quint, empereur romain germanique, mais aussi le neveu de Catherine d'Aragon, tient le pape captif. Henri sent donc que les éléments ne sont pas en sa faveur et prend une décision colossale. Il décide de créer sa propre église. Et quand je dis église, c'est pas celle avec un E minuscule, c'est celle avec un E majuscule. Pour l'époque, c'est une décision presque impensable, puisque la plupart des pays d'Europe étaient sous l'église catholique et donc reliés au Vatican à Rome. Toujours pour pouvoir se mettre avec Anne, Henri VIII bannit la reine Catherine de la Cour en 1531, et c'est en 1534 que l'Angleterre se sépare définitivement de Rome. Côté mariage, Anne et Henri se sont mariés, eux, un an plus tôt, en 1533, et leur mariage a été notamment approuvé par le roi de France François Ier, puis un petit peu après par Thomas Cranmer, qui était un artisan de la réforme anglicane. Ce remariage est une césure en Angleterre. Lors du schisme anglican, la séparation, le pouvoir religieux devient royal. Les monastères sont dissous et leurs richesses sont confisquées. La société aussi se transforme, puisque la noblesse locale s'enrichit, la pensée protestante s'infiltre, et surtout, une fracture religieuse s'installe pour des siècles. Mais alors, côté succession, comment ça se passe? Puisque c'est quand même pour ça, à l'origine, qu'Henri a épousé Anne Boleyn. Eh bien, Anne lui donne seulement un enfant qui survit, mais c'est une fille, Élisabeth. L'ironie du sort, c'est que c'est d'ailleurs elle qui deviendra la plus grande monarque des Tudors. Mais ça, Henri ne sera jamais là pour le voir. Toujours sans héritier mâle, Henri voyait en Anne un échec. Il avait tout sacrifié pour elle, notamment la rupture avec Rome, pour finalement n'avoir qu'une fille. En 1536, même année où Anne lui donne un fils mort-né, il s'éprend de Jeanne Seymour, qui est la demoiselle d'honneur de Anne, jeune fille qui incarnait la fertilité promise. Et cette nouvelle passion, ajoutée à la frustration qu'il a pu connaître avec Anne, pousse Henri à invalider rétroactivement son mariage. Ainsi, il la déclare jamais épouse légitime, afin que Élisabeth, leur seule fille, soit considérée comme bâtarde. Et puis pour qu'il n'y ait aucun obstacle à ce nouveau mariage, il décide de se débarrasser d'Anne. Mais là, il ne va pas seulement la renvoyer de la cour, elle est accusée d'adultère, d'inceste et de complot contre le roi. Ce qui fait qu'elle est arrêtée le 2 mai 1536, subit un procès le 15 mai, auquel elle nie à chaque fois les faits. Ses prétendus amants, dont son frère, sont d'ailleurs exécutés avant elle, et cette chute, Henri VIII l'a méticuleusement orchestrée.
Des archives révèlent qu'il a demandé une décapitation par pitié plutôt qu'un bûcher, optant pour un bourreau français à l'épée, qui était plus noble que la hache anglaise. Finalement, c'était un gentleman, ça Henri VIII. Mais bref, son exécution scandalise l'Europe, renforce la rupture avec Rome et surtout propulse la réforme anglaise. Et puisque jamais 203, Henri VIII essaye toujours d'asseoir sa dynastie en ayant un héritier avec Jeanne Seymour. Jeanne Seymour est née vers 1508 dans une famille de la petite noblesse du Wiltshire. Elle incarne l'antithèse parfaite d'Anne Boleyn, douce, blonde, pâle et d'une modestie exemplaire. Elle sert d'abord de dame d'honneur auprès de Catherine d'Aragon, puis d'Anne Boleyn à la cour. Henri VIII y fait dans le local. C'est en 1536 que l'ascension de Jeanne Seymour débute. Henri VIII, déçu par l'absence d'héritier mâle d'Anne et épris de cette nouvelle favorite vertueuse qui refuse ses avances tant que son mariage n'est pas dissous, la remarque lors d'une visite chez les Seymour, durant laquelle Jeanne lui a offert une sorte de petit sac brodé. Et c'est le lendemain de l'exécution d'Anne Boleyn que le couple se fiance, puis se marie 15 jours après. Leur union culmine le 12 octobre 1537, lorsque Jeanne donne naissance à un héritier mâle, Édouard, mais malheureusement, Jeanne succombe 12 jours plus tard à cause d'une infection postpartum et laissant Henri en deuil profond. Il a été tellement affecté qu'il a porté le noir 3 mois et qu'il s'est fait enterrer à ses côtés à Windsor, la considérant comme son unique succès dynastique. Mais désormais sans épouse, Thomas Cromwell, le principal ministre du roi, cherche à faire une alliance anti-catholique avec les princes protestants face à la menace française et impériale. Il arrange un mariage entre Henri VIII, alors veuf et vieillissant, et Anne de Clèves, dont un portrait flatteur de Hans Holbein le Jeune la dépeint comme une beauté nordique. Et cela éveille l'intérêt du roi qui est toujours obsédé par le fait d'avoir un héritier. Anne de Clèves est née en 1515 dans une famille noble du duché germanique. Princesse luthérienne pragmatique et athlétique, elle est élevée dans un environnement simple, loin des intrigues de la cour, ce qui la rend peu versée dans les arts galants. Henri et Anne se rencontrent le 1er janvier 1540 à Rochester. Henri, masqué, la surprend et, déçu par sa silhouette et son manque de grâce, la surnomme la cavale flamande. Malgré cela, le mariage est célébré le 6 janvier à Greenwich, mais pour des raisons politiques, sans passion ni consommation effective, puisque Henri la qualifiait d'impossible au lit. Cette forte déception physique mène à l'effondrement de leur union, et Henri obtient le 9 juillet 1540 une annulation de leur mariage pour non-consommation. Il a d'ailleurs exilé Cromwell à la potence pour tromperie et a transformé Anne de Clèves en sœur bien-aimée du roi, ce qui lui a permis de bénéficier d'une riche pension, de manoirs comme Hever Castle et d'une vie libre à la cour où elle survit tous les Tudors, et ce jusqu'en 1557, année où elle meurt paisiblement à 41 ans. Mais bon, à ce moment-là, Henri VIII, il est toujours dans sa quête d'héritier et comme je vous l'ai dit, il fait dans le local. Donc il s'intéresse à la demoiselle d'honneur d'Anne de Clèves, Catherine Howard. Catherine Howard est née vers 1523 dans une famille aristocratique appauvrie issue des ducs de Norfolk. Elle est une adolescente vive et espiègle, élevée dans le désordre du foyer de sa grand-mère à Lambeth, où elle reçoit une éducation négligée. En effet, à 17 ans, sa jeunesse éclatante et ses boucles rousses contrastent avec l'âge et l'obésité du roi, qui l'épouse le 28 juillet 1540. La cérémonie est intime, il la surnomme sa rose sans épines et lui offre des bijoux et des titres somptueux. Leur mariage débute dans l'euphorie, Henri, revigoré, la couvre de cadeaux, et parade avec fierté. Mais leur mariage s'effondre en 1541 quand des rumeurs d'infidélité passée avec son cousin et un musicien, mais aussi actuel, toujours avec son cousin, surgissent. Elle est interrogée à Sayona Bay et elle avoue sous pression. À ce moment-là, Henri est fou de rage et ordonne son procès pour trahison le 10 décembre. Elle est exécutée quelques mois plus tard, le 13 février 1542, à 18 ans, décapitée sur Tower Green, et laisse Henri traumatisé et paranoïaque. Alors à ce moment-là, Henri commence à se faire vieux, il a 51 ans, il est diminué physiquement, notamment à cause de son obésité et d'ulcères. Il cherche la stabilité et opte alors pour Catherine Parr, veuve 2 fois, érudite et pieuse, qui offre à la fois une maturité rassurante, mais aussi une certaine influence, puisqu'elle était proche des cercles réformés qui influencent la cour sans menacer l'autorité du roi. Lors de son mariage avec le roi en 1543, elle a 31 ans.
donc plus âgée que les précédentes. Sa capacité à soigner le roi, le réconcilier avec ses enfants, Marie, Élisabeth, Édouard, ainsi qu'à restaurer leur place dans la succession, en fait une consort idéale pour apaiser les tensions familiales et politiques. C'est son patriotisme qui la pousse à épouser le roi, puisque elle était amoureuse de Thomas Seymour. Et oui, en effet, Thomas Seymour, c'est bien le frère de Jeanne Seymour, une précédente épouse du roi. En l'épousant, elle évite un refus suicidaire face à un monarque tyrannique. Le mariage est discret et renforce l'image d'un roi paternel en fin de règne. Catherine Parr devient une mère nourricière pour les enfants royaux, dont la petite Élisabeth, et tente de réconcilier le roi avec ses filles Marie et Élisabeth, tout en publiant en 1545 Les Lamentations d'une pécheresse, le premier livre anglais écrit par une femme. Leur union, la plus stable des 6, survit aux jalousies religieuses et se termine par la mort naturelle du roi, le 28 janvier 1547. La mort du roi permet à Catherine d'enfin épouser son amour Thomas Seymour, de qui elle a une fille avant de mourir en couche le 5 septembre 1548 à 36 ans. Donc Henri VIII, obsédé par un héritier mâle pour asseoir les Tudors, a enchaîné 6 mariages qui ont forgé une Angleterre nouvelle. Divorcée, décapitée, morte en couche, annulée, décapitée, survivante. Ces destins tragiques ou improbables des épouses tracent un arc de rupture totale avec le passé. Toutes incarnent l'instrument d'une quête dynastique impitoyable. Catherine d'Aragon, sacrifiée pour Anne Boleyn, qui paye l'absence de fils. Jeanne Seymour triomphe brièvement avec Édouard avant la fièvre. Anne de Clèves était écartée pour son physique. Catherine Howard punie pour adultère. Et Catherine Parr, enfin, stabilise un roi agonisant. Et donc, quel est le point commun de ces 6 femmes ? Bon, déjà leur mari, évidemment, mais aussi le fait de servir de pivot à la volonté royale, révélant un Henri passant de l'idéalisme à la tyrannie paranoïaque. Ces unions déclenchent la réforme anglaise, le schisme avec Rome pour Anne, la dissolution des monastères financés par Jeanne, l'enrichissement d'une gentry protestante, ainsi que l'absolutisme royal. La société bascule, la Bible est en anglais, les élites sont nouvelles, les femmes sont reléguées, mais paradoxalement, sa fille Élisabeth, qui devient Élisabeth Ière, incarne un petit peu l'héritage, puisqu'elle est une reine vierge qui propulsera l'Angleterre vers l'Empire. Ainsi s'achève l'ère d'un roi qui, pour un fils, redessina Dieu, l'Église et son royaume, un legs de sang et de souveraineté qui pulse encore dans la Grande-Bretagne moderne.